que ça démarre. Bon, bah, ça m'a l'air de enregistrement en attente. Vous enregistrez, veillez, tac, tac, tac. Veillez à informer les participants de l'enregistrement. Bah, vous êtes informés. Ah ouais, ça marche. Ouais, je vois qu'on dirait qu'il y a un petit bouton qui met que ça Ouais, s'enregistre. c'est bon, ça Avec s'enregistre. un compte à rebours, non, 23 minutes 49. Ah oui, c'est peut-être depuis le début qu'on a Ouais. commencé, hein. Ah, Bon, c'est sur la fin théorique parce que la réunion est censée durer 1 heure, mais ça peut durer. bon, bah, très Pas de bien, souci. très bien. Bon, bah, bonjour, monsieur Jouane. Bonjour. Voilà. Donc, je vous ai contacté en fait parce que je faisais une recherche documentaire sur l'éco-conception et je suis tombé sur vous. Et puis, vous m'avez accordé un petit entretien qui m'a paru très, très prolifique puisque j'ai compris un peu de quoi il retournait. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas compris. Donc, je voulais vous demander si vous pouviez me répéter un petit peu tout ça. L'éco-conception, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, puis qu'est-ce que vous faites vous Avec en matière plaisir. d'éco-conception. Voilà. Alors, Avec expliquez-moi un petit peu plaisir. tout ça. Voilà. Alors, quelques éléments hein, sur l'éco-conception. L'éco-conception, c'est donc la prise en compte de l'environnement dans la conception de produits. L'idée, c'est de se dire que on a des impacts quand on conçoit un produit, et ces impacts vont être sur tout le cycle de vie. C'est-à-dire que certes, je conçois un produit, mais finalement, ma conception va avoir un impact sur les matières premières, sur les transports en fonction du volume, sur la manière dont ça va être utilisé. Est-ce qu'il est bien conçu, est-ce qu'il est réparable, etc. Et derrière, est-ce qu'il peut être facilement recyclable. Donc, le concepteur a ce pouvoir finalement très fort d'impacter le cycle de vie et de définir les impacts sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Le concepteur, par sa manière de fonctionner, en fait, il va pouvoir donc travailler sur l'environnement en réfléchissant quelle est la fonction de mon produit. Et finalement, je suis concepteur d'une machine à café. Bah, je vais pouvoir réfléchir et me dire, bah, ma machine à café, mon service rendu, c'est avoir un café chaud. Mais pour avoir ça, bah, j'ai besoin de ma machine, mais j'ai aussi besoin bah, du gobelet. Ce gobelet, il va falloir l'emballer, il va falloir ramener l'eau, café, touillette, sucre, les emballages associés. Ma machine à café, en fonction de sa performance, elle va avoir un impact. Et puis, il va nécessiter d'approvisionnement, de maintenance, etc. Et donc, euh, finalement, hein, ce qui est important, c'est pas de raisonner le produit, mais quelle est la fonction attendue par ce produit-là. C'est ce qu'on appelle en éco-conception l'unité fonctionnelle. Donc, quelle est ma fonction principale de mon produit et comment je peux y répondre de la meilleure manière possible. Alors, est-ce que vous pouvez me donner des exemples d'unités fonctionnelles pour différents produits? Là, on voit pour la machine à café, c'est de délivrer 10 000 cafés, en fait, hein, c'est Par ça? exemple, hein, tout à fait, pour C'est-à-dire, une. Oui, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait la démarche d'éco-conception, on ne préjuge pas des solutions techniques qu'on va retenir, justement, hein. On essaie de définir une unité fonctionnelle et d'essayer d'y répondre avec différentes solutions techniques qui vont plus ou moins impacter l'environnement, si j'ai bien compris. c'est ça, tout à fait. Pour donner un autre exemple hein, d'unité fonctionnelle sur une peinture, finalement, ça peut être de couvrir un mur plat de 20 mètres carrés avec une durée de vie de 20 ans et une opacité mesurée. Ce qui veut dire que ça nous permettra derrière de se dire est-ce que c'est plus pertinent d'avoir une peinture qu'on va réappliquer tous les 5 ans, mais qui aura très peu d'impact, versus une peinture qui a une durée de vie de 20 ans, mais qui a plus d'impact. Et donc, D'accord. finalement, quand on va comparer, on va tout ramener à cette même unité fonctionnelle. Quelle est la quantité de peinture nécessaire pour 20 mètres carrés et avec les fréquences de renouvellement. Qui dit fréquence de renouvellement dit aussi bah, des consommations, de pinceaux, de nettoyage, etc. Ça veut dire qu'en fait, il peut y avoir des solutions qu'on imagine bonnes, mais qui sont mauvaises, qui c'est contre-intuitif, quoi. Les bonnes solutions peuvent être contre-intuitives au Tout départ. à fait. Tout à fait. Et c'est bien D'accord. pour ça qu'il est important de quantifier ces impacts environnementaux et c'est ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc l'analyse du cycle de vie, c'est la quantification sur l'ensemble du cycle de vie des impacts du produit. C'est-à-dire on a des logiciels et des bases de données qui vont nous permettre de dire, eh bien, pour 1 kg d'ABS, pour la consommation d'1 kWh d'électricité en France, etc., voilà les impacts sur l'environnement. Et on va finalement quantifier tous ces impacts. Donc là, par exemple, sur le changement climatique, on va pouvoir quantifier les impacts, matières premières, fabrication, distribution, utilisation, fin de vie. Et donc, finalement, derrière, de trouver des axes d'amélioration qui nous permettent de diminuer ces impacts sur l'environnement. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette diminution, elle n'est pas forcément visible par le consommateur. Là, avec
J'ai pris l'exemple du stylo Bic Cristal parce qu'il a subi une démarche d'éco-conception. Il est beaucoup moins impactant au fur et à mesure des années parce qu'il y a de la reconception, notamment sur l'épaisseur du plastique, sur la longueur d'écriture, etc. C'est pas forcément visible par le consommateur. Et c'est une démarche qui est interne à l'entreprise et qui voilà, est sur cette logique de cycle de vie et de quantification des impacts environnementaux. Alors là, on a pris le critère du CO2, mais il y en a peut-être d'autres, de pollution chimique, d'autres choses comme ça, C'est de ça. consommation d'électricité, etc. Tout à fait. D'accord. Quand on raisonne analyse du cycle de vie, on est sur l'ensemble du cycle de vie et on est sur un panel d'indicateurs. On en prend 6, 7, 8. Après, voilà, c'est en fonction des études. On va regarder l'épuisement des ressources, on va regarder différents impacts de pollution de l'eau, de pollution de l'air, on peut regarder l'occupation des sols, etc. On a un panel d'indicateurs à disposition. Et donc, ces bases de données, là, elles ont été conçues par qui, alors, ces bases de données? Parce que ça doit Alors, être un travail colossal d'établir ce genre de base de données. c'est un travail colossal. La plus connue de base de données s'appelle EcoInvent. C'est un groupement de laboratoires de recherche basés en Suisse principalement qui crée ces données. On a une base de données en France qui s'appelle Base Impact, qui a été faite par l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est donc une agence publique qui met à disposition gratuitement un certain nombre de données et des impacts associés. Mais c'est un travail qui est colossal, qui est en constante évolution. Aujourd'hui, si on prend EcoInvent, on doit avoir 18 000 données à disposition, ce qui est certes beaucoup, mais en même temps très peu relativement à la complexité des matières, des procédés, des transports et des fins de vie qu'on peut retrouver dans le monde, puisque finalement, l'analyse du cycle de vie doit pouvoir modéliser n'importe quel produit ou service développé quelque part dans le monde et utilisé à un autre endroit. J'imagine que ça doit être très compliqué à lire et à déchiffrer. Il faut peut-être des logiciels pour faire ça, j'imagine, comme le Il y a vôtre, par exemple. oui, tout à fait. Il y a des logiciels. Donc, effectivement, au sein d'Altermaker, on développe un logiciel qui s'appelle EcoDesign Studio qui permet d'utiliser ces bases de données et de modéliser et de comprendre les impacts environnementaux. Il y en a d'autres. Les logiciels d'analyse du cycle de vie les plus connus sont CIMAPRO, Gabi et OpenLCA. Donc, c'est souvent voilà, des logiciels qui sont très experts. Et puis, on a des versions plus simples. L'ADEME en met bilan produit à disposition qui fonctionne donc avec sa base de données base impact et qui permet déjà d'avoir des premiers éléments. Donc après, l'analyse du cycle de vie, c'est une démarche qui est goal dependent. Donc en fait, le niveau d'analyse dépend des objectifs. Concrètement, si je fais une comparaison entre deux produits, je vais m'intéresser uniquement à ce qui diffère et tout ce qui est identique ne va pas m'intéresser. Si je suis dans une démarche d'amélioration, je vais pouvoir peut-être modéliser certains points très précisément parce que je sais que je peux m'améliorer et d'autres moins précisément parce que je sais que ce sont des intangibles qui ne vont pas pouvoir évoluer. Donc, il faut aussi savoir doser son niveau de détail et de recherche parce que sinon, ça peut prendre des mois et des mois pour avoir le détail du fournisseur et des informations qu'il a. L'idée, c'est vraiment, avec l'analyse du cycle de vie, de comprendre les bons ordres de grandeur, d'identifier les grands points impactants pour ensuite chercher à les améliorer. Donc ça, c'est pratiquement un métier d'expert, hein, on peut le dire, parce que c'est même c'est très sophistiqué, ça semble très sophistiqué quand même. Ça l'est, et en même temps pas tant que ça, c'est-à-dire que des logiciels simples aujourd'hui, si je reprends EcoDesign Studio, il est utilisé par des concepteurs de produits dans plein d'entreprises qui ne sont pas des experts en analyse cycle de vie, mais c'est le logiciel qui va avoir cette complexité. Il suffit entre guillemets de l'alimenter avec les bonnes données, la nomenclature du produit, des informations sur le cycle de vie, et le logiciel va identifier et va aider vraiment l'utilisateur à identifier ce qu'on appelle les hotspots, les points chauds, donc les impacts principaux. Et puis ensuite, c'est toute l'expertise du concepteur de trouver des axes d'amélioration. Et c'est finalement ça qui est intéressant, c'est sur la base d'un constat, ok, j'ai des impacts. Derrière, ce qui est intéressant, et ça c'est l'analyse du cycle de vie, ce qui est intéressant, c'est la démarche, c'est l'éco-conception au sens large, c'est ok, comment je fais pour, connaissant ces impacts, chercher à les diminuer et à m'améliorer. D'accord. Vous pourrez me faire une démonstration du logiciel que vous... Oui. D'accord, super, très bien, très bien. Poursuivons alors, c'est très intéressant pour l'instant. Et donc, ce qui est important, on parlait de raisonner cycle de vie et multi-indicateurs, c'est parce que ça peut permettre d'éviter ou au moins de maîtriser ce qu'on appelle les transferts de pollution. Alors, attendez, laissez-moi un petit peu de temps pour prendre connaissance de ce graphique. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer alors déjà voilà. Alors, l'idée, c'est si on regarde la partie 1, on est donc on peut imaginer qu'on regarde l'impact sur le changement climatique, et j'ai un profil de produit qui est très impactant à la fabrication. Donc là, en fait, ce qu'on retrouve en abscisse, ce sont les différentes étapes du cycle de vie.
si j'ai C'est bien ça, compris. tout à Les fait. matières premières d'abord, la distribution, c'est-à-dire on envoie le produit chez les clients, l'utilisation, c'est les clients qui l'utilisent, et valorisation, qu'est-ce que C'est c'est? c'est la fin de vie. C'est la fin de vie, c'est-à-dire qu'on peut soit le jeter, soit le réparer, soit le Voilà, recycler. recycler, tout à fait. Voilà, d'accord, ok. Et donc là, fabrication, bah, imaginons, j'ai un acier qui est difficilement usinable et donc qui va me demander beaucoup d'électricité lors de mon étape de fabrication. Donc j'ai un impact majeur à cette étape. Si je raisonne uniquement fabrication, je vais me dire, OK, bah, comment je peux faire pour changer? Bah, je peux peut-être, à qualité égale, contraintes techniques égales, etc., changer de matière. Je trouve une matière qui est beaucoup plus facile à usiner. Et ça va me permettre de diminuer par 2 ma quantité d'électricité. Donc, si je regarde uniquement sur cette étape de fabrication, c'est génial, j'ai moins d'impact sur l'environnement. Et l'intérêt et l'importance de regarder cycle de vie, c'est que cette nouvelle matière, elle est peut-être beaucoup plus difficile à extraire avec des alliages et des minerais plus rares et plus du tout recyclables en fin de vie. Et donc, finalement, ici, j'ai diminué l'impact à la fabrication, mais augmenté sur les étapes de matières premières et de fin de vie. Ce que vous me montrez, ça ressemble un peu aux deux options possibles, soit véhicule thermique, soit véhicule hybride. Et je crois que le véhicule hybride, justement, est plus impactant sur les matières premières parce que c'est des terres rares, je crois, qui sont utilisées. Et puis le recyclage aussi est plus difficile. Et C'est ça, là, par contre, ce serait l'utilisation qui serait plus polluante dans le premier cas. Et voilà, d'accord. complètement. Ok, très Voilà, bien, je tout à fait. comprends. Avec un grand warning aussi, hein, quand puisqu'on parle véhicules électriques ou même voilà, sur toutes les nouvelles technologies, c'est qu'on va comparer dans ces types de comparaisons, il faut aussi arriver à comparer à un niveau de maturité égal. C'est-à-dire que le véhicule thermique, il a 100, 150 ans d'innovation derrière lui qui fait qu'il est plus optimisé a priori que le véhicule électrique et le recyclage de ces batteries électriques, ben, on peut aussi imaginer, et là sans préjuger hein, de l'un par rapport à l'autre, mais on peut aussi imaginer qu'avec du volume, des nouvelles filières se mettent en place et des innovations permettent le recyclage. Et donc, D'accord. c'est ça qui est aussi extrêmement intéressant, c'est que quand on va faire une évaluation, une analyse du cycle de vie, il faut aussi prendre en compte ces éléments de maturité et d'évolution. Et est-ce que la mise en place d'une nouvelle technologie est peut-être moins bonne à un instant T, mais peut-être meilleure d'ici 1 an, 2 ans ou 10 ans, parce que bah, les technologies auront maturé, évolué, etc. Ok. Donc, la CV est un outil de mesure qui ne préjuge pas derrière des prises de décision qui peuvent être stratégiques, politiques ou voilà, avec Alors, plein d'autres. vous avez dit l'ACV, qu'est-ce que c'est ça? L'analyse du cycle de vie. Là, Pardon. c'est ce qu'on fait là. Voilà, D'accord, ok, très bien. tout à fait. Très bien. Ce qui est important, et voilà, vraiment garder en tête, je le disais tout à l'heure, c'est que l'éco-conception, c'est intégrer l'environnement au sein du processus de conception. Et donc, ça veut dire que un processus de conception, on avait, voilà, on faisait attention des attentes clients, la maîtrise des coûts, la faisabilité technique, et puis bah, l'environnement, on y faisait forcément attention parce qu'il y a des réglementations, parce qu'il y a un certain nombre de choses. Euh, Intégrer plus l'environnement, bah, on va finalement mieux répondre aussi aux attentes clients, puisqu'on a de plus en plus de clients qui demandent des choses, on va mieux maîtriser certains coûts et on va mieux prendre en compte l'environnement. Et pourquoi graphiquement j'aime bien cet élément d'ouverture, c'est parce que finalement, de la contrainte naît l'innovation et c'est par des contraintes environnementales qu'on va trouver des axes d'amélioration, qu'on va trouver des nouvelles manières de répondre aux besoins actuels et qu'on va finalement favoriser l'innovation. Et donc D'ailleurs, vraiment, vous parlez de contraintes. Oui, oui. excusez-moi, je vous Voilà, écoute. vraiment l'éco-conception et cette prise en compte de l'environnement, c'est pas une contrainte, c'est un facteur d'innovation et un facteur de compétitivité pour les entreprises. D'accord. Donc l'éco-conception, c'est quelque chose d'assez vertueux finalement, C'est hein. ça, tout à fait. Et par contre, alors vous parliez de contraintes et de réglementation. Est-ce que justement les entreprises sont incitées maintenant avec la réglementation? Qu'en est-il de la réglementation actuelle On a là-dessus? de plus en plus de réglementations qui visent à avoir des exigences minimales d'éco-conception aujourd'hui pour un certain nombre de produits. Pour avoir le marquage CE qu'on retrouve hein, sur les produits synonymes de qualité, eh bien, on a aussi des obligations de performance environnementale. Voilà, si je prends l'exemple des boîtiers Internet, eh bien, on a des consommations maximales en veille, en mode en fonctionnement, on a des interdictions de certaines substances, etc., etc. Donc, on a des,
des exigences. Pareil sur les emballages, on a des exigences minimales d'éco-conception et puis les entreprises qui qui vendent des produits avec des emballages payent une taxe à Citeo, hein, anciennement Eco-emballage, c'est le point vert qu'on retrouve sur nos emballages. Et bien cette taxe, elle est modulée en fonction du caractère éco-conçu ou pas de l'emballage. Ah d'accord, effectivement. Donc voilà, il y a des vrais engagements et des vrais intérêts pour les entreprises d'un point de vue même réglementaire. Et on le voit, ça se durcit de plus en plus. Alors, si j'entends bien ce que vous dites, il s'agit de réglementation européenne, en fait, c'est Oui, ça? D'accord, oui. ok. Principalement en Europe. Et aujourd'hui, on le voit hein, au niveau mondial, l'Europe est assez leader. Après, on a quelques autres pays hein, qui peuvent avoir des réglementations strictes, mais de façon générale, l'Europe est leader et ensuite suivie de façon plus industrielle, c'est-à-dire que moins réglementaire, les États-Unis par leur manière de fonctionner, mais les industriels font et suivent pour pouvoir vendre sur le marché européen, mais aussi pour répondre aux besoins internes. Et puis les pays asiatiques aussi se préoccupent. La Chine notamment fait un certain nombre d'actions, etc. Donc voilà, on sent quand même une démarche vertueuse au niveau mondial, même si voilà, il y a toujours les mauvais exemples, etc. Mais il y a quand même voilà, une belle démarche en cours. Et justement, d'ailleurs, si l'éco-conception, ça date de quand? Est-ce que c'est de plus en plus maintenant adopté? Oui, les, alors j'ai. Allô? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, ça y est. Il y avait un problème de réseau, je pense. C'est bon? C'est bon, je vous entends. Ouais, je pense, ouais. Donc, j'ai pas Oui, entendu la voilà, donc question. je vous répète ma question. Ouais. Alors, la question, en fait, c'est est-ce que l'éco-conception, justement, c'est une démarche qui est à la mode en ce moment? Enfin, tout le monde s'y met ou ça date de combien de temps, cette tendance vers l'éco-conception? Alors, c'est une démarche qui date il y a quelques temps. Hein. Si on regarde les premiers éléments dans les années 80-90, on avait voilà, des ouvrages en France comme Il y aura l'âge des choses légères qui incitaient les designers à s'intéresser à ces démarches-là. La première analyse du cycle de vie, historiquement, c'est Coca-Cola dans les années 70-80. Les démarches de normalisation de l'analyse du cycle de vie, c'est 90. C'est les années 90. Donc voilà, c'est récent quand même dans l'histoire, même si ça commence à dater. Et puis, par contre, on a une vraie accélération depuis une dizaine d'années, en France notamment, mais pas que, où on a de plus en plus d'entreprises engagées. Quand j'ai commencé il y a 15 ans, il fallait encore justifier du pourquoi et convaincre même les grands groupes de s'engager. Aujourd'hui, tous les grands groupes ont une cellule qui s'occupe de l'éco-conception notamment. On a de plus en plus de PME et d'ETI qui sont intégrés et voilà, on a une accélération ces 5-10 ans et encore plus ces 2-3 dernières années, notamment en France et en Europe. Donc voilà. Alors c'est dû à quoi? C'est dû à l'infusion, enfin, c'est des préoccupations citoyennes qui infusent au sein des sociétés ou des choses comme ça? Ou alors, Il y a clairement ça. Il y a ouais. clairement ça. Il y a clairement derrière, voilà, pour continuer à vendre aux consommateurs, les grands groupes, ils sont obligés de s'y mettre. En France, on a des lois qui ont obligé du reporting social. Donc tous les ans aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a quelques années, tous les ans, donc les entreprises doivent faire un reporting financier à destination notamment de leurs actionnaires. Et il y a un certain nombre de lois françaises qui ont obligé de faire un reporting sociétal également. Et donc de prendre en compte l'environnement. À partir du moment où on commence à devoir rendre des comptes, eh bien, il faut aussi chaque année montrer qu'on fait des choses et qu'on s'améliore. Et D'accord. l'éco-conception est un des éléments. Donc voilà, on a une pression des consommateurs, une pression réglementaire, et puis une pression, je veux dire, de façon plus concrète. Hein, certaines entreprises se disent que pour exister encore dans 5, 10 ans, 20 ans, et notamment des entreprises familiales, pour pouvoir transmettre aux générations futures, eh bien, dans le contexte actuel de changement climatique, qui est de plus en plus compris par tout le monde, il est nécessaire de faire quelque chose. D'accord, très bien.
Voilà. Donc la démarche des co-conceptions, comme je le disais tout à l'heure, c'est une démarche. Et donc finalement, c'est une démarche projet. On va benchmarker, regarder ce qui se fait chez les concurrents, ce que demandent les clients, etc. Analyser, imaginer des solutions, sélectionner des pistes d'action, mettre en œuvre, communiquer de la bonne manière en évitant le greenwashing et puis capitaliser pour les projets suivants. Et Alors, l'analyse, le greenwashing, oui, le juste un petit greenwashing, mot. pardon, effectivement, c'est quand je communique sur l'environnement et sur les performances environnementales de mon produit, alors que ce n'est pas le cas, où je surestime, je survalorise ma démarche environnementale. Voilà, de dire, quand je dis mon produit, il a zéro impact, par exemple, sur l'environnement, parce que j'ai fait une démarche d'éco-conception, c'est faux. Il a forcément des impacts, je les ai juste diminués. Quand je dis mon véhicule électrique, il a zéro impact, c'est faux. Il a des impacts, mais sur d'autres étapes du cycle de vie autres que l'usage. Voilà, on a plein d'entreprises, hein, plein d'exemples où on va suggérer des performances environnementales que le produit n'a pas. Ok, c'est mal. Mal, voilà. Et alors, on a eu une grande ère du greenwashing dans les années 2005-2010, quand les entreprises sentaient qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une demande des consommateurs, mais qu'elles ne savaient pas encore bien faire. Aujourd'hui, il y a toujours du greenwashing, mais il est moins flagrant et souvent, c'est plus par méconnaissance que par vraie volonté de mentir. D'accord. Globalement, hein, voilà, les entreprises sont quand même bien engagées et assez cohérentes. Les entreprises jouent le jeu, quoi. Les entreprises jouent le jeu, voilà. Elles sont poussées par leurs actionnaires aussi. Les actionnaires sont quand même conscients de tout ça aussi. Hein. Oui, tout à fait. Pérenniser l'industrie, voilà. Ok, d'accord. Donc, analyser, là, c'est l'analyse du cycle de vie, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Et l'analyse du cycle de vie, ce n'est qu'un outil au sein d'une démarche. J'insiste beaucoup là-dessus parce que pendant très longtemps, voilà, on assimilait analyse du cycle de vie et éco-conception. Et donc, c'est bon, j'ai fait mon analyse du cycle de vie, j'ai fait de l'éco-conception. Non, j'ai fait une analyse du cycle de vie, j'ai pris une photo des impacts environnementaux à un instant T. Voilà. C'est pas pour ça que j'ai un produit qui est plus respectueux de l'environnement ou moins impactant. C'est juste que j'ai fait une photo et que je connais mes impacts. C'est la première étape, connaître pour diminuer. Mais ce n'est que la première étape. D'accord. Et ce qui est important, et c'est là aussi toute l'importance du concepteur, hein, c'est que si on regarde, c'est des lois habituelles 80-20, après 20% du temps consacré au développement d'un produit, on a figé 80% des aspects techniques. Quand on a figé 80% des aspects techniques, on a figé également la plupart des aspects environnementaux. Quand j'ai fait des choix technologiques, des choix de matière, des choix de forme, etc., j'ai figé tous mes aspects et tous mes impacts et toute ma démarche. Donc, une démarche d'éco-conception, c'est une démarche qui doit être la plus en amont possible, parce que si c'est à la fin du processus de conception qu'on se dit « Ah tiens, on a oublié l'environnement, vite, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Eh ben, on va pouvoir jouer à la marge sur quelques petits éléments et surtout sortir le pot de peinture verte et faire un peu de greenwashing, parce qu'on n'aura pas vraiment intégré l'environnement dès le départ. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, voilà, globalement, la démarche d'éco-conception, on en a un petit peu parlé, mais pourquoi les entreprises se lancent dans la démarche? Je suis sûr que c'est la question que vous alliez me poser. Exactement. Pourquoi se lance-t-elle dans cette démarche? Eh bien, de façon très simple, déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que, c'est ce que je vous disais, beaucoup d'entreprises sont engagées. Quand on regarde, hein, c'est un sondage qui a été fait en 2010, donc ça date un petit peu, mais par l'ADEME, on a plus de 62% des entreprises en France qui se sentent intéressées ou engagées par l'éco-conception. Et c'est un chiffre qui augmente au fur et à mesure des années. Donc, on a un vrai intérêt des entreprises. Alors, pourquoi un intérêt? Globalement, on peut essayer de synthétiser cet intérêt par cette figure. On a finalement en vertical une cible, interne en bas, externe en haut, et on va retrouver une attitude ici défensive à gauche et offensive à droite. Donc, si je regarde en interne, à l'entreprise et plutôt de façon défensive, on est plutôt sur la maîtrise des coûts et la sécurisation de l'approvisionnement. Aujourd'hui, tous les aciéristes, par exemple, font des démarches d'éco-conception et investissent énormément dans la recherche de solutions technologiques pour diminuer leur empreinte énergétique, trouver la manière de mieux recycler, trouver des manières de fabriquer des aciers en utilisant moins de matériaux fossiles, parce qu'il en va de leur vie finalement, et parce que derrière, voilà, il y a un certain nombre de minerais qui sont de plus en plus difficiles à obtenir. Alors, est-ce qu'on peut faire de l'acierie sans utiliser de matériaux fossiles?
Eh bien, aujourd'hui, ça commence. On a voilà, un projet en Suède. Là, il y a quelques jours, Volvo a communiqué sur la livraison d'une tonne d'acier sans matière fossile intégrée, donc issue d'un côté du recyclage. Donc, il y a du fossile, hein, mais recyclé, donc de seconde vie, et en utilisant de l'hydrogène et en évitant l'apport de charbon et l'apport voilà, de coke directement. De l'hydrogène qu'on peut imaginer qui a été fabriqué avec des énergies renouvelables, par électrolyse par exemple, des choses comme ça. J'imagine, voilà, je Ouais, ne connais pas tout le projet, mais dans un souci de cohérence, j'imagine fortement, tout à fait. d'accord, Sinon, on aurait un risque de transfert de pollution assez flagrant. c'est clair. Heu, voilà, ça c'est pour l'interne. Si on regarde l'externe, on en parlait un petit peu, hein, mais on a la réglementation qui impacte, et puis on a la question du risque image et de la fidélisation des clients. On a aujourd'hui des ONG qui font un travail aussi on l'a de plus en plus, hein, le name and shame, le nommer Et bannir, et bannir. et Voilà, merci. maudire, ouais, maudire. Ouais, j'avais maudire, mais voilà, nommer et maudire. Et foutre la honte, en fait, c'est ça. C'est ça, tout à fait. En gros, l'idée, c'est de dire on va montrer du doigt les mauvais élèves. Des ONG sont très bonnes là-dedans, hein, si on peut citer par exemple Greenpeace. Greenpeace, depuis de nombreuses années, par exemple, fait un classement des entreprises textiles en fonction d'un certain nombre de points sur des produits toxiques qu'ils utilisent. Un autre exemple avec Greenpeace, il y a dizaine, quinzaine d'années, ils avaient fait une campagne mondiale qui s'appelait Green My Apple. Donc évidemment à destination d'Apple, parce que Apple avait une image dans l'inconscient collectif de produits haut de gamme et écolo, parce que voilà, ils étaient blancs, ils étaient bien designés, etc. Sauf que quand on regardait, bah, les batteries étaient soudées, donc non changées, il n'y avait aucune réflexion sur la recyclabilité, sur les consommations, etc. etc. Et donc ils ont fait une énorme campagne de communication qui a porté ses fruits, puisque l'année d'après, Apple a sorti un MacBook éco-conçu avec une campagne de publicité, hein, télé, où il mentionnait clairement que bah voilà, c'était le MacBook le plus éco-conçu qu'il n'avait jamais créé pour telle et telle raison. C'est vrai qu'ils Euh, avaient un très mauvais indice de réparabilité, je crois. voilà. Ça Alors, existe, c'est ça. C'est ça. c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça, c'était il y a quelques années, et puis ils sont repassés dans leur travers, puisqu'on le voit aujourd'hui, hein, aussi bien l'indice de réparabilité que sur d'autres choses. On a notamment une association qui s'appelle HOP, Halte à l'obsolescence programmée, qui aujourd'hui a intenté un procès, hein, contre Apple, puisque la loi française interdit l'obsolescence programmée, et ils ont réussi à démontrer que eh bien, il y avait des pertes d'efficacité, notamment avant ou pendant chaque sortie de nouvel iPhone, C'est les vrai, anciens c'est vrai. iPhone baissaient en qualité, etc. Et ben, voilà, ils ont réussi à montrer et à démontrer, en tout cas à leur sens de façon suffisamment claire, que c'était une volonté flagrante d'Apple de faire de l'obsolescence programmée. Et donc, voilà, ils intentent un procès. On attend de voir les conclusions et les éléments. Mais donc, voilà, ce qui est intéressant aussi, et ça refait le point avec la réglementation, c'est qu'aujourd'hui, cette démarche d'obsolescence programmée est interdite réglementairement. D'accord, bah, j'ignorais, tiens. Ça paraît logique, mais voilà. Ouais, mais Effectivement, on voit bien les risques d'image que peut prendre une entreprise si elle ne conçoit pas correctement ses produits. Voilà. c'est ça. Aujourd'hui, c'est le cas. Ouais. Donc ça, c'est pour une façon plus défensive. Maintenant, si on regarde l'entreprise de plutôt ce qu'elle a y a gagné plutôt que ce qu'elle peut éviter de perdre, on regarde le côté offensif. Elle peut bah, clairement gagner sur sa partie externe des nouveaux marchés, une vraie différenciation, et travailler sur son image et sa réputation. On peut donner l'exemple de Patagonia, qui est une entreprise textile américaine, qui est un des pionniers, hein, de l'éco-conception, qui fait du textile outdoor. Donc voilà, c'est je vais dans la nature, je marche et je profite de la nature. Donc son fondateur, et c'est toujours une entreprise qui est gérée par le fondateur, voilà, c'est cet attrait de la nature. Donc c'est clairement en accord avec leurs valeurs et l'ADN de l'entreprise, où depuis le départ, ils ont des produits qui vont durer longtemps, qui sont facilement réparables, etc. Et ils ont déjà, il y a au moins une dizaine d'années, avant que le Black Friday fasse des émules en France, mais quand il était principalement aux États-Unis, fait une campagne de publicité le jour du Black Friday dans le métro new-yorkais, qui était n'achetez pas cette veste, Ah, avec, d'accord. C'est amusant. avec l'image de leur veste et avec leur logo. Et évidemment, et en précisant, n'achetez pas cette veste parce que vous en avez sûrement une
qui est encore utilisable dans votre placard, parce que même si elle n'est pas tout à fait utilisable, on a des ateliers de réparation et on peut peut-être lui donner une seconde vie, parce que vous pouvez peut-être en trouver une de seconde main intéressante. Mais si vraiment vous voulez évidemment une veste, prenez une veste de qualité qui va vous durer longtemps et que vous pourrez transmettre. Ils ont fait des émules d'ailleurs, puisque je crois que la plupart des marchands de textiles maintenant font aussi du seconde main. Alors, ils Voilà, ont mis tout ça en à avant. fait. La logique de seconde main, très clairement. Mais voilà, et ils ont fait des émules. Voilà, aujourd'hui, on a plein d'entreprises en France qui refusent de faire des soldes, etc., parce que c'est poussé à la consommation. Mais voilà, Patagonia, ils avaient voilà, une vraie démarche. À l'époque où personne ne parlait d'éco-conception, où c'était même voilà, au sein du textile, on était plutôt fermé sur ces sujets-là. Ils avaient un site internet où ils indiquaient où est-ce qu'ils fabriquaient. Donc, ils avaient aussi une démarche de transparence sur le social, quelles étaient les usines impliquées, etc., en Chine ou pas, et des impacts environnementaux. Et surtout, pourquoi ils étaient fiers de ce produit-là, donc cette veste-là ou ce sac à dos ou autre, et où est-ce qu'ils pensaient qu'ils auraient pu mieux faire. Voilà, ils disaient, voilà, on n'a pas réussi à changer le type, il est toujours en matière pétro-sourcée parce que aujourd'hui on ne trouve pas de solution. Mais Donc c'était la transparence, quoi. une vraie démarche de transparence et toujours dans cette logique que l'éco-conception, c'est une démarche d'amélioration continue. Et donc, voilà, je fais ce que je peux à un instant T. Peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, dans ma nouvelle reconception, je trouverai d'autres axes d'amélioration et je pourrai aller encore plus loin. D'accord. Donc là, voilà, très clairement sur l'externe. Et maintenant sur l'interne, pour terminer sur ce graphique, on l'a vu, ça stimule l'innovation et surtout, c'est intéressant parce que ça peut vraiment fédérer en interne. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on va obliger différents services de l'entreprise à parler entre eux. Puisqu'il s'agit de récolter des informations sur le cycle de vie, il va falloir faire discuter ensemble l'approvisionnement, la distribution, les concepteurs, les achats, le marketing pour avoir des infos, etc., etc. Des services qui d'habitude ne se parlent pas forcément. Et donc, on peut avoir des retours très intéressants de ces différents services. Et puis, de façon plus large, aujourd'hui, on a voilà, la jeune génération notamment qui est de plus en plus impliquée et de plus en plus sensible à ces démarches-là et qui ne veulent pas être comme ses parents ou autres, schizophrènes, avec d'un côté le travail et de l'autre des engagements citoyens, et qui a besoin de donner du sens au travail. On le voit, on a des campagnes, notamment sur LinkedIn, des diplômés ingénieurs de grandes écoles qui disent et qui s'engagent en disant je ne veux pas travailler pour des entreprises dans le secteur chimique, dans le secteur pétro, dans le secteur tel ou tel autre secteur, ou des entreprises qui n'ont pas de valeur sociétale et environnementale. Et donc, il y a une vraie question d'employabilité et à court moyen terme pour ces entreprises-là, il y a des questions de survie qui peuvent se jouer. En effet, en effet. Donc voilà, donc finalement, Il y a pourquoi stimuler l'innovation aussi, on peut peut-être en dire un voilà, petit peu. stimuler l'innovation, c'est ce que je disais tout à Ouais. l'heure, finalement, de la contrainte naît l'innovation. Et c'est parce que j'ai des contraintes, parce que j'ai des questions de j'ai tel impact important, tel composant qui va être important, je vais pouvoir raisonner peut-être différemment et trouver des axes d'amélioration complètement différents. Rechercher d'autres fournisseurs, etc. Est-ce que justement la communication se fait aussi entre fournisseurs, détaillants, etc. Est-ce que ça se fait aussi à l'extérieur de l'entreprise? Oui, ça se fait et on le voit de plus en plus, des fabricants de matières premières qui trouvent des axes d'amélioration pour la fabrication de leur matière et qui ensuite vont vendre leur matière à des fabricants en disant ma matière elle est éco-conçue pour telle et telle raison et voilà mes impacts environnementaux. D'accord. Et comme ça, on pourra l'intégrer au produit fini aussi. C'est ça, tout à fait. Et ça remonte sur toute la chaîne de valeur. Un exemple d'un fabricant alors, il fait des matières et des produits finis, semi-finis, c'est une entreprise qui s'appelle Serge Ferrari, qui est basée à la Tour du Pin en France, pas très loin de Lyon, qui fabrique donc ce textile PVC, avec induction PVC qu'on retrouve sur des bâches de camions, sur des toits, etc. Donc, eux, le point de départ de la démarche, ils sont une entreprise basée en France, familiale, avec des usines France et Suisse. Leurs concurrents sont internationaux, notamment en Chine. Ils se démarquent beaucoup via l'innovation. Et puis, dans les années 90, appel d'offres pour l'ensemble des festivités du millénaire à Londres, où il y avait énormément de choses. Ils ont perdu
cet appel d'offres-là, notamment, entre autres, parce qu'ils avaient en face des concurrents qui annonçaient des choses sur l'environnement et sur des démarches d'éco-conception. Donc derrière, bah, voilà, l'entreprise s'est dit, bah, OK, de façon là très défensive, je ne veux pas perdre des parts de marché. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, ils ont mis en place un certain nombre de démarches d'éco-conception. Ils ont fait des analyses du cycle de vie. Ils ont fait, voilà, ils ont investi fortement. Et puis, ils ont mis en place des actions. Première action, de façon très simple, les bâches de camions ou les publicités, puisqu'ils font aussi voilà, toutes les grandes publicités qu'on peut voir autour des périphes, hein, autour du périph' de Paris, par exemple, ces bâches tendues, ou des expositions en plein air sur des toiles. Eh ben, elles ont une durée de vie qui est finalement assez courte par rapport à la durée de vie théorique du textile. C'est soumis à des contraintes extérieures, donc on ne peut pas diminuer la qualité intrinsèque du produit. Mais par contre, une fois qu'il est plus utilisé, après le mois d'exposition ou autre, eh bien, on peut très bien le récupérer et en faire des sacs. Et donc, ils ont D'accord. mis en place un système de récupération, travaillé avec des centres, des ESAT, donc des centres d'insertion par le travail, pour en faire des produits qui sont ensuite revendus et qui ont une durée de vie de 5-10 ans supplémentaires. D'accord. Ce qui est très intéressant, hein, c'est qu'on là, on le voit, un sac avec le logo WWF. Et c'est, bah, par exemple, là, une exposition dans Paris qui a été pré-vendue. Donc, une exposition du WWF qui a été pré-vendue en sac. Donc, ils ont fait l'exposition. Les toiles ont été récupérées et ensuite, bah, des bouts avec des photos d'animaux, etc., avec le logo WWF, a été revendu et en sac. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que c'est du PVC à une époque où, si on repasse, alors c'est plus récent, mais dans les années 90, le PVC était vraiment la matière à bannir parce que plein d'impacts sur l'environnement, plein de problèmes à l'incinération notamment. Oui, il me Et semble donc, que c'était ça se devenu, voilà. recycle pas, ça, le PVC, si? Alors, ça se recycle très mal et surtout en termes d'incinération, ça crée des. J'ai perdu les substances, mais voilà, ça crée un certain D'accord. nombre de De problèmes pollution. de pollution. Et donc, le WWF était clairement contre. Là, dans cette démarche-là, eh ben, voilà, allongement de la durée de vie extrêmement intéressant. D'autant plus qu'en parallèle, Ferrari a mis en place un procédé de recyclage. Donc, ils sont capables de récupérer leurs produits en fin de vie pour les recycler et en refaire des nouvelles matières. D'accord, très bien. Ça, c'est voilà, extrêmement intéressant. Ils ont donc voilà sur la partie matière, sur la partie finalement bâche, notamment les bâches publicitaires, eux font la matière qui est utilisée par des imprimeurs et ce sont les imprimeurs qui vont ensuite échanger avec Claire Chanel, JC Deco ou autres pour faire de la publicité. Et donc, ils ont outillé leurs clients, les imprimeurs, pour que les clients, pour que ces imprimeurs-là puissent, dans leur réponse à JC Deco ou à Claire Chanel, intégrer des informations environnementales et de dire, bah, si on prend telle bâche qui est peut-être un petit peu plus chère, mais qui est plus intéressant d'un point de vue environnemental, si on prend l'option de recyclage, qui a un coût, c'est pas gratuit hein, le recyclage, ben voilà de combien on diminue, etc. Et donc finalement, ils ont mis en place tout l'argumentaire et donc derrière, bah, JC Deco, Claire Chanel, etc. ont contractualisé pour avoir le recyclage, ont pris en des bâches plus intéressantes. Ça a été très loin hein, puisque Serge Ferrari avait répertorié l'ensemble des substances et notamment les pigments et était capable de dire attention, vous voulez vous êtes dans une démarche d'éco-conception, bah, ce pigment-là, cette couleur-là, elle est plus impactante que d'autres. D'accord, oui, il a Peut-être été que très, c'est à très loin. éviter. Voilà. OK, OK. Donc, quand vous dites outiller les imprimeurs, ça veut dire qu'ils leur ont fourni des outils logiciels pour vérifier l'impact qu'ils ont et puis des outils de communication tels que celui qu'on voit là, c'est C'est ça? ça, tout à fait. OK, très bien. Et puis, pour continuer hein, la démarche, parce que ça ne s'arrête pas là, ils font aussi ce type de produit, Serge Ferrari. Donc ça, c'est un siège La Fuma. Ils font cette toile. Et un jour, La Fuma a dit, bah voilà, nous, on s'engage dans l'éco-conception. Très simple, on supprime le PVC. C'est ce que tout le monde nous dit que c'est une mauvaise matière, on va supprimer le PVC. Donc là, Serge Ferrari bah, risquait forcément hein, de perdre un client important. Leur a dit, attention, il ne faut pas s'arrêter sur les idées reçues. Ce qu'on vous propose, c'est de faire une analyse du cycle de vie. Voilà l'impact de nos matières. On a fait la démarche, on connaît nos impacts, ça a été revu et ça a été vérifié par des experts indépendants. Voilà leurs coordonnées, voilà en toute transparence nos impacts. Demandez la même chose à nos concurrents, à ceux qui vous disent que c'est plus intéressant d'un point de vue environnemental. Faites l'évaluation totale sur le cycle de vie en prenant en compte aussi bah, la question de l'utilisation.
et la question de la fin de vie, et puis on en reparle. Et venez nous dire lequel est le plus intéressant ou pas. Au final, en faisant ça, parce qu'eux avaient fait quand même des calculs de coin de table avant, hein, et ils étaient assez confiants. Et effectivement, pour un usage extérieur, en plus avec du recyclage, le PVC et les produits, la fuma étaient bien plus intéressants d'un point de vue environnemental parce que ça avait une durée de vie beaucoup plus longue. Donc, la Fuma et Ferrari ont amélioré leur relation et ont continué à travailler ensemble. Et puis ils se sont dit, mais il y a peut-être quelque chose à faire puisqu'on pourrait encore diminuer les impacts environnementaux grâce au recyclage. Sauf qu'il faut qu'on récupère cette toile. Et bien c'est simple, allons voir une jardinerie, allons voir Botanique, qui est engagé en termes d'environnement et qui communique fortement dessus, pour leur dire de mettre en place une opération à renouveler régulièrement, mais où ils peuvent vendre uniquement la toile. Donc l'utilisateur, le client, nous, on a un siège chez nous avec une toile qui s'abîme, on peut ramener la toile chez Botanique, récupérer un bon d'achat qui nous permet de racheter uniquement une toile, ce qui a permis de récupérer du flux de matières premières à renvoyer au recyclage. D'accord. Et donc on voit que finalement, ça a permis, cette démarche d'éco-conception, de resserrer les liens du fabricant de matières premières, Serge Ferrari, au moins de composants ici, jusqu'au client final, nous. Et la conclusion de cette démarche, hein, c'est que sur les JO de Londres, eh bien, ils ont gagné énormément d'appels d'offres, entre autres grâce à l'innovation, à la technique, mais aussi à l'environnement et à leur processus de recyclage, puisque voilà, le toit du grand stade, un certain nombre de bâtiments, notamment la piscine olympique qui devait être démontée et donc avait besoin d'être recyclée derrière, ils étaient capables de fournir clé en main une matière qui se recycle. Bravo, ils ont fait un sacré travail de réflexion. Hein, franchement, c'est... Tout à fait. Et ce qui est très intéressant, hein, si on regarde, donc c'est l'un des patrons actuels, c'est Romain Ferrari, donc le fils du fondateur, qui a mis en place une fondation qui s'appelle la Fondation 2021 et qui notamment vise à mettre en place ce qu'on appelle, en tout cas, à analyser la possibilité de mettre en place une TVA circulaire. De se dire, quand on paye une TVA, on paye aussi pour résoudre les pollutions créées par les produits. Sauf que si je fais de l'éco-conception, mon impact négatif sur la société, il est plus faible que si je fais un produit pas éco-conçu et à bas coût. Bien sûr, d'accord. Et donc, il faudrait moduler cette TVA en fonction de la performance sociale et environnementale de mon produit. D'accord, donc il fait du lobbying pour valoriser l'éco-conception. C'est ça, tout à fait. Et là, un gain supplémentaire pour les industriels, ou au moins la possibilité de vendre soit moins cher, soit de dégager une marge supplémentaire pour faire de l'innovation, etc. Donc voilà, ça on a une entreprise de taille intermédiaire et un exemple assez flagrant. Un autre exemple intéressant, c'est une PME qui s'appelle Mobilewood, qui est basée au sud d'Auxerre, à Cravant, qui fait du mobilier en bois massif, notamment pour les boutiques bio, les fleuristes, etc. La problématique, elle est double. Elle est que certaines parties du meuble peuvent être abîmées, donc il faut changer le meuble complètement. Et l'autre, c'est que on a souvent besoin de réagencer les boutiques, modifier des choses, etc. Et donc, on a des produits qui peuvent durer très longtemps en bois massif, mais qui se retrouvent des fois inutilisés parce que on n'en a plus besoin, parce que l'orientation est différente, etc. Et donc, ils ont mis en place, voilà, là très clairement, on a une contrainte et on a de l'innovation, puisqu'ils ont mis en place ce système d'assemblage avec des bagues et des rainures. Donc, de façon très simple, on va pouvoir, comme des Lego, hein, assembler et construire des étagères, des présentoirs, etc. Et puis, si je dois réagencer différemment, je peux renvoyer certaines parties qui vont être utilisées pour de la seconde main. Je peux racheter juste quelques parties quand il y a des points abîmés. Je peux beaucoup plus facilement remplacer et même imaginer, ça a été fait sur certains magasins, mettre en place pour Mobilewood de la location, notamment pour des magasins éphémères ou autres, où de façon très simple, on va pouvoir agencer et puis enlever et puis remettre et ainsi de suite. Donc une augmentation de la durée de vie très forte, une facilité de montage-démontage, la question de la fin de vie qui se règle en partie puisqu'on est du monomatière avec d'un côté du bois et de l'autre côté de l'acier.
donc de matières qui se valorisent très bien. Et donc, voilà, une vraie démarche d'éco-conception extrêmement intéressante et là portée par les fondateurs. Et maintenant, voilà, qui continue puisqu'ils ont développé leurs usines et ils ont construit des nouvelles usines extrêmement intégrées avec la vie sociale, avec des maraîchers, des écoles, etc. Donc, ils participent dans cette zone à une demi-heure au sud d'Auxerre, qui est une zone rurale un peu en désertification, et bien à une vie aussi sociale et sociétale en prenant en compte l'environnement. Donc, c'est une entreprise responsable dans tous ces Tous les aspects tous les aspects. de Voilà. la vie sociale. Ouais. Une entreprise citoyenne, voilà, Tout à fait. éco-citoyenne, on pourrait dire. Complètement. Une très, très Ouais, belle c'est entreprise. remarquable. Très, très belle idée. On se demande comment ça se fait que personne n'y a pensé avant. C'est incroyable. C'est ça, c'est des fois des idées très simples, Ouais, ouais. mais voilà, il faut quand même. Mais en fait, le point, et c'est ça qui est intéressant avec l'éco-conception, c'est que ça force à se dire comment je peux faire différemment. Et finalement, c'est pas de comment je fais pour améliorer, optimiser mon montage, etc. Mais c'est vraiment se reposer la question de, OK, voilà mes impacts, comment je fais différemment et raisonnant différemment et recherchant de l'innovation. Parce que des fois, c'est ça qui peut changer tout. D'accord. Un autre exemple, vous en avez un sous la main? Parce que Allez, c'est intéressant. un dernier exemple, un grand groupe pour changer, Steelcase, qui fait donc du mobilier de bureau, qui est un des pionniers de l'éco-conception. Son centre de R&D en France a commencé l'éco-conception dans les années 90. Le premier point, c'était de dire, bah voilà, on a cette chaise qui est fabriquée dans des usines et vendue dans le monde entier. Et on n'est pas, voilà, on est un mobilier entre guillemets haut de gamme, notamment pour des industriels. Donc, ils n'ont pas le temps de monter. Donc, il faut que le mobilier soit prêt à l'usage. Et donc, les chaises sont livrées telles quelles. Bah, quand on le voit, ça veut dire qu'on a une perte en termes de volume qui est énorme. En emballage, vous voulez dire, c'est ça? Emballage. Tout à fait, Ah en oui, en emballage. effet. Et puis, en perte dans les transports. Donc, on a plus de camions, on transporte du vide. Ah oui, exact, oui, d'accord. Ouais. C'est quand même C'était comme embêtant. ça qu'il faisait, quoi. C'est Okay. ça. Et donc, il y a eu un an de réflexion entre la R&D et le marketing parce que l'objectif, c'était, voilà, encore une fois, c'était pas de diminuer la valeur perçue par leurs clients. Et ils ont mis en place une innovation où le dossier, au niveau central ici, pouvait se plier. Et donc, le dossier est rabattu. Et quand on le sort du carton, eh ben on va d'un geste simple remonter le dossier et il va se clipser. Donc, et on va pouvoir utiliser le produit. Donc, ça permet voilà, on le voit ici en bas à gauche, entre la version 98 et la version 2004, on n'a pas de différence fondamentale. Mais par contre, on a une réduction du volume de l'emballage de 33%. On a diminué d'un tiers l'emballage, C'est pas mal, ouais. qui est énorme. Oui, Ce c'est qui veut énorme. Ouais, dire qu'on a un tiers de camions en moins, donc on a aussi un tiers de coûts de transport en moins. ah oui, Euh, oui, oui. donc on a, Ouais, voilà, on a un gain environnemental et économique c'est extrêmement fort. monumental. Ouais, ouais. Une idée simple aussi, là encore. Tout à Franchement, fait. c'est spectaculaire. Une Voilà, idée simple, mais qui a dû être compliquée à trouver, comme toutes les idées simples. c'est ça. Voilà. Et voilà, avec d'autres éléments sur des changements de matière, réduction, etc. Et puis au fur et à mesure des démarches, eh bien, ils ont mis en place des objectifs internes que le produit devait être démontable en moins de 5 ou 10 minutes avec des outils classiques, etc. Et puis pour finir, sur finalement un changement de métier où ils deviennent aménageurs. Et donc ils vont avoir des équipes sur site qui vont pouvoir monter du mobilier, récupérer l'ancien mobilier pour alimenter un marché de l'occasion et ainsi de suite. Donc on a aussi une évolution de l'entreprise vers une vente ils partent d'une vente de produits vers une vente de services qui est l'aménagement parce que finalement ce qui nous intéresse quand on achète une chaise, c'est pas d'avoir la chaise en entreprise, c'est d'avoir des chaises pour que les gens puissent s'asseoir. Mais je ne souhaite Exact. pas forcément être propriétaire de la chaise. Ok. Et alors, par contre, vous disiez qu'elle était démontable avec des outils simples, parce que ça, c'est pour la valorisation, c'est-à-dire qu'on C'est ça. prévoit que l'outil, enfin la chaise, va ensuite être démontée pour être C'est ça. recyclée, quoi. C'est ça Avec l'idée. avec des fiches de démontabilité, des informations matières à disposition sur Internet, etc. D'accord, très bien. Voilà. Je parle de Steelcase. Aujourd'hui, tous les grands fabricants de mobilier, Kinarps, etc., sont un peu dans les mêmes démarches. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que c'est une vraie démarche vertueuse où, quand une entreprise s'engage, très souvent, elle force ses concurrents à se positionner quand même. Et soit à s'engager dans la même démarche, soit à faire d'autres choses, mais on ne peut pas, encore moins en ce moment, rester neutre. Quand on a un concurrent qui fait quelque chose, on sait qu'on va être questionné dessus. D'accord.
Très bien. Donc voilà les grands éléments hein, de l'éco-conception, qui est vraiment une démarche d'amélioration avec un outil qui est l'analyse du cycle de vie et à destination d'une finalité qui est de réduire les impacts environnementaux. Et l'exemple de quelques produits, encore une fois, ce sont quelques exemples, mais aujourd'hui, on a quasiment tout le monde qui s'en préoccupe de façon plus ou moins claire, de façon plus ou moins avancée. Mais tous les grands groupes ont des démarches et ont des objectifs. Après, on peut juger que ça va pas assez loin, pas assez vite, pas assez rapide, etc. Mais ça bouge. Voilà. Et quels que soient en fait les secteurs industriels, par exemple dans le bâtiment, ils ont aussi des démarches d'éco-conception Dans le bâtiment, ils ont des démarches d'éco-conception avec des normes sur les produits de construction aujourd'hui, des démarches sur des réglementations françaises. Donc c'est E+, C- notamment de son petit nom officiel, mais qui est à plus, voilà, E+, pour plus de consommation d'énergie, enfin plus d'économie d'énergie et moins de carbone, c'est le C-. Donc voilà, le bâtiment en fait, le secteur cosmétique en fait, on a même des secteurs qui sont a priori exemptés parce que ils vendent pas au grand public. Hein, je pense notamment au secteur de l'armement, par exemple. Eh bien, la DGA, la Direction générale de l'armement, a une équipe éco-conception depuis très longtemps et a des démarches d'éco-conception parce que ça fait partie de l'exemplarité publique. Les fabricants à destination voilà, des militaires s'y sont mis parce que depuis 2004, et le Code des marchés publics a été modifié, l'État peut intégrer des critères environnementaux dans ses critères de décision d'appel d'offres. Et donc, pour pouvoir continuer à vendre, eh ben, il faut s'en préoccuper. Ouais, ouais, j'avais visité une usine qui fabriquait de l'armement, comme ça. Et il m'avait parlé il m'avait dit qu'au salon Satori, je crois que c'était le salon de l'armement, hein, il y avait une entreprise qui vendait des mitrailleuses avec, ça m'avait fait rigoler, qui récupérait les douilles, en fait, tout simplement, parce que. Ouais. Alors donc, ils prennent soin de la planète, mais ils tuent des gens. Ils tuent des gens. Et voilà, après, voilà. et après, on peut juger de la fonctionnalité, ça c'est effectivement un point important, mais je trouve que c'est symptomatique quand même d'une démarche qui s'infuse partout. Même les militaires s'y mettent, c'est que ça doit être important, j'imagine. Voilà. Alors que réglementairement, ils sont exemptés de toutes ces réglementations. Est-ce que les entreprises concurrentes collaborent pour justement mettre au point des normes d'éco-conception, puisque c'est celles qui travaillent dans le même domaine, pour partager par exemple des bases de données environnementales, des choses comme ça? Ça dépend, mais assez souvent oui. C'est-à-dire qu'ils vont collaborer. On a des projets textiles, voilà, les industriels du textile vont se mettre ensemble, les industriels de la cosmétique vont se mettre ensemble, etc., pour créer des données qui sont spécifiques à leur secteur et se mettre d'accord sur des grandes règles méthodologiques. Donc, ils vont collaborer sur un socle commun et ensuite, ils vont arrêter de collaborer pour innover et chercher des innovations, des matières nouvelles, etc. Évidemment, ils ne vont pas tout partager. Quand ils trouveront une matière intéressante, ils vont la garder pour eux si elle est nouvelle. Mais par contre, tout ce qui est commun et tout ce qui est état de l'art, etc., ils vont pouvoir collaborer. Et ça va faire avancer fortement la démarche. Et surtout, ça va permettre aux PME et aux ETI de profiter de cette puissance d'investissement des grands groupes qu'eux n'ont pas. D'accord. Et puis ça évite peut-être une concurrence déloyale et le greenwashing, justement, puisque si on se met d'accord sur des critères, après, si tout le monde les respecte, oui, ça. C'est ça. Tout à fait. D'accord. Et puis ça permet aussi, parce que souvent c'est des entreprises, voilà, si je prends le secteur cosmétique, ça va être les entreprises globalement françaises ou autres, mais ça peut aussi faire des barrières des nouveaux entrants ou à des entreprises d'autres pays qui sont moins implantées pour l'instant en France par exemple. Voilà, ça permet aussi d'assurer certains éléments. Bon, est-ce qu'on a encore un petit peu de temps pour montrer le logiciel EcoInvest? Alors, on va se retrouver dans une deuxième vidéo, si vous le permettez. Hein. Oui, ça fait. Voilà, comme ça. Voilà, ça va faire long, sinon on va faire une deuxième vidéo pour ça. Bon, bah écoutez, à tout de suite alors. À tout de suite. Donc là, on peut couper l'enregistrement. Je vais peut-être me faire un petit café et puis on attaque. Ça vous embête pas? Vous n'êtes pas pressé? Non, c'est bon. Hop, j'arrête ce premier enregistrement.